Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue dans l'Impact de l'exportation balado. Dans ce balado, on parle avec de nombreux exportateurs qui vendent des marchandises dans le monde entier. Mais qui créent les marchandises vendues et comment le font-ils? Epic Machinery est l'un de ces créateurs. Il s'agit d'une entreprise canadienne. Ce sont des concepteurs et des fabricants de machines de classe mondiale. Et là, on ne parle pas de petites machines, on parle de grosses machines qui sont Epic. Allez voir sur leur site web. Au cours des 10 dernières années, l'entreprise a réussi à se développer et à multiplier ses activités. Héloïse Harvey, PDG d'Epic Machinery, est ici pour nous expliquer comment elle y est parvenue, quel a été son parcours et quels sont les défis auxquels elle fait face aujourd'hui et quels défis elle a dû relever en cours de route. Je reçois également une autre invitée, Karen Trujillo, qui est directrice principale compte d'entreprise chez EDC. Nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Karen va nous expliquer comment les entrepreneurs peuvent faire l'utilisation des services d'EDC quand ils sont en expansion. Bonjour Héloïse, bonjour Karen. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée, merci. Merci à toutes les deux d'être là. Héloïse, je commence par toi. Parle-nous un peu plus d'Epic, E-P-I-Q, pour les gens qui se demandent. Qu'est-ce que vous vendez et qui sont vos clients? Oui, peut-être pour commencer la petite histoire, Epic, ça a été créé en fait il y a 2 ans de la fusion de 2 entreprises du Québec, dont une du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se spécialisait dans l'équipement mobile sur mesure pour l'industrie lourde, et une autre compagnie de la région de Montréal, Advanced Dynamics, qui, elle, se spécialisait au niveau de l'équipement de manutention fixe, toujours pour l'industrie lourde. Donc, les 2 compagnies se sont rencontrées principalement au niveau du marché de l'aluminerie primaire et secondaire. Et ça, on a travaillé ensemble dans le passé et dans des gros projets à l'international. On avait fait des projets au Moyen-Orient, au Brésil, entre autres. Et suite à cette relation-là, l'évolution de la relation, on a découvert qu'on serait plus fort à 2 que seul et on a fusionné les 2 entités. Donc, on n'a pas retenu le nom ni de un ni de l'autre, sauf pour nos marques de produits respectives, mais on a créé Epic Machinery. Donc, tu l'as bien dit, EPIQ pour Excellence, Performance, Innovation et le Q est pour Québec. On veut toujours garder nos racines bien vivantes. Et donc, Epic Machinery est né de la fusion de ces 2 équipementiers-là québécois. Et depuis la fusion, donc, nous avons environ 70% de notre marché qui est à l'exportation, avec 4 grands marchés principaux, soit les États-Unis, ensuite l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde, qui sont nos grands marchés à l'exportation. Donc, on travaille beaucoup, comme j'ai dit, au niveau des métaux primaires, mais on est aussi très actif au niveau des pâtes et papiers, et ça, c'est principalement sur le continent nord-américain. Alors ça, c'est Epic Machinery, donc de l'équipement de manutention pour l'industrie lourde. OK, donc juste pour qu'on comprenne bien, disons quand on parle de métaux primaires, on parle de machinerie lourde dans les mines, les tracteurs, les... Non, vraiment pour la production de l'aluminium primaire et secondaire. Donc, on va avoir, oui, des véhicules qui vont transporter la matière première à l'intérieur d'une aluminerie. Entre autres, on va déplacer ensuite le métal en fusion dans des creusets qui sont des grands, on peut les imaginer comme des grands contenants d'aluminium si on veut. Puis, on a de l'équipement de manutention qui après va manipuler, par exemple, tout ce qui est l'aluminium fini. Donc, on peut imaginer des barres ou des grands cylindres qu'on appelle des billettes d'aluminium, qui est un produit fini d'aluminium. Et on va les couper, les empiler, les attacher, tout ça de façon automatisée, robotisée. Alors, on vient manutentionner soit la matière première ou le produit fini. Donc, vous créez les équipements, la machinerie sur mesure selon les besoins en pâte et papier ou la transformation de métaux primaires. Exactement. Fait que oui, il y a des grandes lignes de produits qu'on va reprendre. Donc, on part pas tout le temps de zéro, mais on est vraiment un intégrateur. On crée des solutions. Donc, le client a un besoin et nous, on vient offrir une solution globale. Et donc, à ce moment-là, oui, c'est toujours du sur-mesure.
un des éléments, Marie-Josée, excuse-moi que je n'ai pas mentionné, parce qu'on est quand même à l'exportation avec EDC. Donc oui, on exporte beaucoup, mais on a aussi une présence à l'international comme entreprise, hein. Donc, on s'est rapproché de nos clients et on a, entre autres, en Inde, depuis 10 ans, on célébrait le 10e anniversaire de Epic Machinery, la division indienne sous le nom de ADS, en Inde, il y a quelques semaines de ça. Et donc, on a environ 185 000 pieds carrés de plancher de fabrication à Pune, qui est à peut-être 2h30 environ de Mumbai en voiture. Puis, qu'est-ce que vous faites là-bas en Inde? Ben, au tout départ, au début, quand on a créé la division indienne, c'était principalement pour nous aider à réduire les coûts au niveau de la fabrication, vraiment tout ce qui était soudage et préassemblage de nos équipements. Avec les années, on s'est rendu compte que dans un premier temps, les Indiens étaient excellents, qu'ils apprenaient très, très vite, que nos équipes développaient des compétences et on pouvait se permettre de leur en demander plus. Donc, on est passé de soudage, assemblage, et puis maintenant, ils ont la capacité en Inde de faire tout du début à la fin jusqu'au test et à la livraison chez le client. Donc, on a vraiment augmenté notre spectre d'activité. On est rendu à 300 employés. On devrait terminer l'année à 600 en Inde. Et aujourd'hui, on n'utilise plus l'Inde comme levier pour baisser nos coûts, mais plutôt comme un levier de croissance pour Epic Machinery. C'est la possibilité d'utiliser notre unité indienne pour accélérer la croissance parce qu'on n'est pas capable d'embaucher ici à la vitesse à laquelle on prend de l'expansion. Et puis cette année, on a acheté une petite firme d'ingénierie aussi en Inde qui va nous permettre encore de servir nos clients encore mieux parce que là, on avait un goulot d'étranglement aussi à l'ingénierie, pas seulement à la fabrication. Donc ça, c'est une approche pour nous aider dans notre croissance à l'international, mais aussi toute la partie proximité avec le client. Donc, on est sur place, on est dans le pays. Donc, oui, on fabrique, on ramène au Canada, on fait l'assemblage final et on livre à nos clients nord-américains, mais on va aussi livrer directement de l'Inde à ce moment-là vers nos clients indiens et du Moyen-Orient. Puis on a aussi un bureau en France où là, on assure la partie pièces et services pour nos clients européens. La même chose au Moyen-Orient, au Bahreïn. Et on vient tout juste de s'incorporer aux États-Unis. Donc, tout l'aspect de s'approcher de nos clients, la proximité, être là, ça nous permet d'être aussi actifs à l'exportation et de connaître la croissance qu'on a connue dans les dernières années. Donc, dans le goulot d'étranglement, il venait de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit ici en Amérique du Nord, qui est peut-être moins existante avec en Inde. En Inde, on a une population. En fait, le niveau de disponibilité des jeunes est grand. Et ce sont des gens très, très bien éduqués. Je pense, puis il faudrait que je vérifie ce que je vous dis là, mais il me semble qu'il sort autant d'ingénieurs par année des écoles en Inde qu'on a au Québec, au complet au Québec. Donc, tu sais, oui. Donc, qu'on a de population au Québec ou qu'on a d'ingénieurs au Québec? OK. Quelque chose comme ça. Mais puis si c'est pas la donnée exacte, c'est pas très loin. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a accès à une piscine oui, extrêmement. Et comme je disais, c'est du personnel qualifié. Ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, mais quand on explique et qu'on prend le temps de les former à nos façons de faire pour les amener à partager, parce qu'on fait la même chose avec nos nouveaux employés ici au Canada, on les forme à nos façons de faire Epic, et bien à ce moment-là, on standardise les processus, puis la qualité, puis le livrable au client. Mais c'est incroyable ce qu'on est capable de faire avec eux. Donc, en tout, aujourd'hui, vous avez combien d'employés? On en a 300 au Québec et 300 en Inde. Wow! Puis là, je me demande encore, depuis le début de notre conversation, qu'est-ce qui fait qu'on devient PDG d'une entreprise de machinerie? On s'entend, peut-être que c'est une croyance limitante que j'ai. C'est un monde
quand même plutôt masculin. Comment es-tu parvenue à monter les échelons et obtenir ce rôle-là? Oh boy, c'est une bonne question. Ben, en fait, bon, moi, j'ai un double bac, génie mécanique et administration. Mon père est un entrepreneur, Jeannot Harvey, du Saguenay. Il avait des compagnies de construction, d'ingénierie, et il avait aussi cette toute petite compagnie qui s'appelait McFarland, il y avait 11 employés. Quand je suis arrivée, j'étais la 12e employée dans la compagnie. Donc, c'était une entreprise familiale. Et quand je suis rentrée dans la petite compagnie au Saguenay, moi, je parlais anglais parce que j'étais partie étudier en Ontario et j'avais toujours voyagé beaucoup et le commerce international m'intéressait. Alors, quand je suis rentrée dans la boîte comme représentante technique aux ventes, tranquillement, moi, j'ai dit, ben, je parle anglais, puis j'ai voyagé toutes mes études. Je partais avec mon pack-sac en Europe. Tu sais, j'adorais visiter le monde, puis j'étais assez débrouillarde. Ça me faisait pas peur de voyager. Alors, quand on a commencé à vendre de l'équipement mobile au Saguenay, j'ai dit, ben, écoute, c'est un véhicule, ça roule. Ça roule ici à Chicoutimi, ça peut rouler à Bécomo. Puis si ça roule à Bécomo, ça peut rouler au Kentucky. Puis si ça roule au Kentucky, ben pourquoi pas l'Afrique du Sud? Et c'est comme ça, purement, et puis j'ai toujours fait rire les journalistes, il n'y en avait pas de plan. J'en avais pas fait d'analyse de marché, c'est juste que je me disais, il y a des clients, j'ai quelque chose à offrir, s'ils prennent, ça marche. Et puis, on s'est développé vraiment comme ça, mais on se l'est dit tout à l'heure, Marie-Josée, il y a des échecs, il y a des difficultés, et puis quand on commence l'international, mes premières expériences, j'aime toujours raconter le premier véhicule que j'ai vendu en dehors du Québec, c'était justement aux États-Unis, au Kentucky, puis je me souviens plus en quelle année exactement, mais il y avait des grosses variations au niveau du taux de change entre les États-Unis et le Canada, et on a vendu le véhicule, et à la fin, quand on s'est fait payer, on a perdu 93 000 $ canadiens sur une seule vente, parce qu'on n'avait pas protégé notre contrat de change US-canadien. Et puis, ben, vous pouvez imaginer toute la possibilité de profit. Donc, on était contents. On avait vendu. Oui, mais... Oh mon Dieu, mais c'est ça, mais on apprend de ses erreurs. Est-ce que dans ton parcours, il a fallu que tu étudies en finance? Il a fallu que tu as appris sur le tas finalement à être PDG? Parce que là, tu es passé quand même de vente à PDG, qui est comme quand même tout un autre, je sais pas comment dire en français, mais un oversight. T'es plus généraliste de la compagnie. Quels ont été les outils dans ton parcours? Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu étudies en ingénierie, moi, j'ai toujours adoré la grosse machinerie. J'ai dit, mon père avait une compagnie de construction, j'allais sur les chantiers, je m'assoyais dans les machines, je tripais, là, tu sais. J'ai encore un tracteur chez nous, moi aussi. C'est bon. Mais, et donc, mon plaisir était, oui, la technique, mais je savais que je serais pas ingénieur. J'avais toujours dans la tête que j'allais gérer des ingénieurs, donc, d'où le double bac, génie et administration, de l'Université McMaster en Ontario, à Hamilton. Et donc, dans un premier temps, moi, je savais que ce qui allait me motiver dans la vie, c'était la gestion. Et quand je suis arrivée, oui, j'étais représentante technique aux ventes, mais j'avais l'opportunité d'être quand même dans une entreprise familiale. Mon père n'était jamais le directeur général, il n'a jamais été dans les opérations de cette division-là, mais ils m'ont rapidement mis sur le conseil d'administration. Donc, je me souviens d'être allée m'asseoir dans un cours, lire des états financiers parce que j'avais aucune idée. Et donc, je suis allée, oui, apprendre comme ça, mais j'avais une base en administration. Donc, c'est comme si j'avais un bac en commerce avec une spécialisation en commerce international que j'étais allée chercher au Mexique dans une de mes sessions universitaires. Mais le reste, comme tu dis, Marie-Josée, c'est beaucoup, beaucoup d'opportunités parce que quand on est dans l'entreprise familiale, on s'en fait donner plus que pas assez. Oui, on a des opportunités. Les attentes en contrepartie sont extrêmement élevées aussi. Donc, il faut être à la mesure, il faut être capable de rencontrer ces attentes-là de tous et chacun autour. Mais oui, moi, je suis quelqu'un de curieuse, j'aime tout. Moi, j'aime juste la business en général. J'adore les PME, j'adore les entreprises. Encore aujourd'hui,
Je suis sur le conseil d'administration d'Investissement Québec, le conseil du patronat. Tu sais, moi, j'aime ça. Je veux parler aux gens d'affaires. Je pense que je me serais amusée, peu importe la business, parce que j'en mange. Donc, je me suis développée comme ça, jusqu'à ce que dans l'organisation, j'ai pris des postes, oui, de vente, mais de développement des affaires. Alors là, c'était des relations de partenariat, des négociations. J'ai fait du merger and acquisition et j'ai progressé dans l'organisation. J'ai eu des équipes à gérer. J'étais toujours un peu le bras droit du directeur général. J'étais impliquée dans la plupart des décisions. Puis à un moment donné, c'est venu comme ça. J'ai racheté mon père en 2018 avec un partenaire financier dans la division de Chicoutimi qui s'appelle Mecfar. Donc, je suis devenue présidente et donc là, je gérais la division de Chicoutimi jusqu'à la fusion. Et quand on a discuté avec mes nouveaux partenaires, ma nouvelle équipe, ben, ce qu'ils voyaient en moi, c'était ma capacité d'être visionnaire et de projeter. Donc, l'histoire que je leur racontais sur où je voyais notre entreprise commune aller les a assez motivés, mobilisés pour qu'ils disent oui, on veut fusionner et en plus, on veut que tu sois chef de la direction. Donc, ils ont reconnu cette capacité-là que j'avais de me projeter dans le futur puis de donner une direction et une vision à l'organisation. Un parcours inspirant là, d'une personne, de ce que je comprends, ambitieuse. Tantôt, tu as parlé, bon, du goulot d'étranglement au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la fabrication. Là, j'aimerais ça me tourner un peu vers l'exportation, qui est notre sujet, là, avec EDC, hein. Quels ont été les plus grands obstacles pour Epic Machinerie au niveau de l'export? C'est de s'adapter à chacun des marchés dans lesquels on se retrouve. Tu sais, c'est ça. Quelles sont les différences? Comment on s'adapte? Est-ce qu'on y va à l'avance? Est-ce qu'on envoie des délégués commerciaux? Tu sais, c'est quoi les premiers pas? La beauté dans notre domaine, je le mentionnais tout à l'heure, si je pouvais le faire à Chicoutimi puis à Bécomo, je pouvais le faire au Kentucky, ça veut dire que il y a quand même dans l'industrie lourde, c'est pas du B2C, hein. On s'en va pas à un consommateur ou à une population. Donc, on est quand même, oui, on couvre la planète, on a de l'équipement partout, mais en bout de ligne, il y a peut-être 200 clients, tu sais, aluminerie primaire. Donc, quand on est très niché, donc quand on maîtrise techniquement notre produit au Canada, ben la solution s'applique partout ailleurs dans le monde. Donc, on va aller chercher, nous, on allait vendre nos équipements sur une base technique. Après, oui, la difficulté, des fois, c'est la négociation commerciale. Je vais te donner un exemple. Le Moyen-Orient. Au début, c'est moi qui le développais parce que c'était moi qui faisais les ventes. Donc, j'allais au Moyen-Orient. Puis là, tout le monde me dit « Ah ouais, mais t'es une fille au Moyen-Orient. » Puis je dis « Ah non, non, ça se passe bien, ça se passe bien. » Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ça se passait pas si tant bien que ça, tu sais. C'est comme, oui, ils m'accueillent, oui, ils me respectent, oui, ils vont me recevoir, puis tu sais, c'est toujours correct, mais la haute direction, il n'y avait pas de problème. Et si je descendais dans la hiérarchie, ça bloquait dans le coude un peu. Et puis là, un jour, j'ai dit « Ben là, c'est ridicule, là, tu sais, je peux pas leur imposer de vouloir faire affaire avec moi. » Donc, j'ai pris la décision très humblement de céder ma place de développement des affaires au Moyen-Orient à un homme. Et j'ai continué d'aller au Moyen-Orient avec lui pour rencontrer la haute direction qui, elle, avait pas de problème. Mais quand on tombait dans les tranchées, je le laissais aller. Et là, on a réussi à avoir un certain succès. Donc, tu sais, c'est des petites, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est des trucs comme ça à un moment donné qu'il faut accepter, puis il faut pas se camper sur nos positions ou penser qu'on détient la vérité. Les Américains, ils font pas affaire comme nous. Ils sont plus rapides, ça négocie moins, mais ça négocie fort. Puis une fois que c'est fait, c'est maintenant livre-moi marchandise, je veux plus en entendre parler, mais demain, c'est ça. Alors qu'ici, par exemple, au Québec, c'est comme, OK, ben on va faire des réunions, puis on va réviser le concept, puis là, on va retomber en réunion, puis on veut s'impliquer. Puis donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions avec le client, alors qu'aux États-Unis, ils nous laissent courir. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, il y a des ajustements, mais il faut juste accepter, comme entreprise, comme employé,
qu'on s'ajuste puis qu'on se campe pas sur nos positions. Je trouve que je le redis, c'est super fondamental. De la même façon qu'avec nos employés en Inde, on arrive là-bas et on les inspire vers les valeurs épiques et les façons de faire épiques, mais on veut respecter leur tradition, leur unicité et puis l'aspect local qu'il faut garder parce que on réussit à attirer nos employés comme ça, à les garder heureux. Quand tu te mets à imposer ta loi, t'es pas nécessairement gagnant. Donc, on les inspire. C'est ça. Donc, j'entends une grande sensibilité aux différences culturelles, que ce soit au niveau des employés ou que ce soit au niveau de l'exportation. Je pense que intéressant. Je pense que c'est un des premiers éléments qui ressort quand on a des activités sur l'exportation. Si je pense à n'importe quelle activité que DC va faire sur un pays, la première chose qu'ils vont parler, c'est probablement ça. La deuxième chose, c'est en lien avec mon histoire de perdre beaucoup d'argent quand tu te protèges pas. Donc, s'assurer aussi d'être bien accompagné. Mon erreur, je l'ai faite juste une fois. Après, j'ai dit, bon, à qui on parle, tu sais, pour être ça. Donc là, c'est aussi d'être bien accompagné avec nos banques, avec les gens de logistique, avec les gens de DC, pour être sûr que nos clients sont solvables, ça se dit ça? Oui. Et donc, qu'ils ont une bonne cote de crédit, qu'on peut se fier à eux, que le pays est acceptable, même dans certains cas. Est-ce qu'on y va, il va pas, tu sais? Et donc, on met tout en place pour essayer de minimiser nos risques. Tu sais, c'est drôle de prendre un risque quand tu es une petite compagnie, puis ton risque est petit, mais plus ton risque est gros, moins tu veux le prendre. Plus l'opportunité est grande, souvent, plus le risque est élevé. Puis effectivement, quand on a 600 employés avec une masse salariale, des overheads, tu sais, tout ça, il faut effectivement peut-être s'entourer pour mitiger les risques. Puis justement, EDC est un des partenaires, je crois, principal et essentiel dans cette aventure de l'exportation. J'invite maintenant Karen à s'introduire dans notre discussion pour un peu comprendre le rôle justement de DC. Je pense que pour plusieurs entreprises, plusieurs PME, c'est très, très clair, mais je pense que pour certains aussi, c'est peut-être encore nébuleux. Donc, Karen, peut-être nous dire d'entrée de jeu, quel est ton rôle chez EDC? Pourquoi est-ce que c'est important pour EDC d'avoir quelqu'un comme vous à l'interne? Mais merci, Marie-Josée. Écoute, pour nous, c'est tellement important de faire partie de toutes les, tu sais, on est en anglais, les journey de l'exportateur, parce que on donne tellement d'informations, on a une base de données tellement riche, on a des connaissances du marché, on a des contacts à l'international. Puis, en plus de ça, on a les produits financiers, mais à chaque fois qu'on dit EDC, on va penser à nos comptes à recevoir puis les assurer. Ça, c'est EDC, assurance. Mais on peut faire tellement plusieurs choses pour les exportateurs. Donc, c'est intéressant que tu me poses ces questions parce qu'on est basé sur 3 piliers très importants pour nous. La connaissance de nos clients, super important pour pouvoir vraiment voir sur ces 3 piliers comment les aider à percer des marchés, à se protéger à l'international. Donc, on a un pilier des connaissances, comme je dis, des connaissances du marché. Donc, quand les clients ont des questions de réglementation, toutes sortes de questions pour des marchés internationaux, on va pouvoir les aider à ce niveau pour qu'ils soient déjà prêts à quoi s'attendre dans ces marchés en particulier. Puis après ça, on a un volet plutôt des connexions. On a des bureaux à l'international, puis si on parle d'Epic dans ces cas-là, parce que c'est mon client, je suis directrice des comptes, je n'ai pas fait mon intro, mais je suis directrice des comptes, compte major chez EDC, ça fait 8 ans que je suis avec EDC, ancien banquier, ancien CFO, donc plein de chapeaux en arrière, mais plein d'expérience aussi dans la PME. Donc, c'est ça. Nous, on a des bureaux en Inde, on a 2 bureaux à New Delhi. Un peu partout, même un nouveau à Singapour aussi, je crois. Non, à Jakarta. Oui, Singapour, on vient réouvrir Jakarta, South Korea, on est un peu partout, surtout dans notre stratégie Indo-Pacifique. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Epic, c'est qu'on a des bureaux en Inde, puis on a vraiment travaillé ensemble avec notre bureau pour les aider à chaque fois qu'Héloïse est là-bas. On a nos personnels aussi d'EDC qui sont là-bas pour l'accueillir, pour l'aider, pour toutes sortes de questions, des contacts
des banques, des comptables, n'importe quoi, vraiment des fournisseurs, toute information du marché qu'on est capable de donner en sachant qu'elle est en Inde, on a les liens directs vraiment. Donc, toutes les volets connexion, super, hyper important aussi. Tu sais, c'est toutes des choses qui sont vraiment soft. On ne charge pas de frais pour ces services-là, mais sont tellement importants pour nos exportateurs que je pense que ça fait toute la différence aussi. Puis, on a le troisième pilier qui c'est les volets vraiment financiers. Puis oui, c'est ça, on va parler d'assurance, c'est protéger avec les ventes. Oui, Héloïse? On oublie que la partie plus soft est aussi importante, hein, parce que tout à l'heure, j'ai dit on arrive sur un marché, mais juste d'être accueilli par des gens de DC, et là, ils peuvent partager les petites informations. Puis des fois, tu te dis, je vais aller rencontrer un tel. Ah oui, mais ça, c'est pas la personne qui va prendre la décision. Fait que là, la meilleure façon, c'est amène sa secrétaire souper. Non, je fais des faces, mais tu sais, des fois, c'est de trouver la porte d'entrée pour vraiment aller chercher ce que tu veux. Puis la façon de faire culturellement parlant, tu sais, parce que c'est pas la même chose faire affaire ici au Québec que faire affaire en Inde ou n'importe où dans le monde. Donc, dans le fond, EDC, depuis jour 1 des activités de Epic Machinerie, vous avez été partenaire dans ce parcours-là au niveau de la connaissance de l'Inde, du milieu des clients, des opportunités, les connexions, j'imagine par des délégués commerciaux, les connexions, les relations. On est en contact avec les délégués commerciaux parce on est dans tous les cas, je pense, dans la même building que les délégués commerciaux, les trade commissioners à l'international. Donc, déjà là, on peut aller chercher encore plus d'informations du marché en travaillant avec eux. Donc, oui, on a toutes ces volets connaissances avec nos relations avec MEC4 puis Advanced Dynamics de façon séparée. On travaillait déjà ensemble. Donc, quand les deux compagnies se sont fusionnées puis sont devenues Epic Machinery, mais on avait un parcours quand même très intéressant de deux compagnies dans de différents niveaux, admettons, différentes façons d'exporter ou des pays d'exportation. Maintenant, combiné, ça fait un petit beau monstre à aider à développer à l'international. Donc, c'est encore plus intéressant. Donc, ils sont été quand même clientes qui ont utilisé tous les produits quasiment EDC. Honnêtement, je pense que... Ah oui, c'est ça. Oui, parce que au niveau financier, bon, OK, il y a un peu peut-être l'évidence au niveau de la solvabilité là, des factures, des clients, avoir une certaine assurance que le client va nous payer. Donc, EDC nous back, là, je ne sais pas comment dire en français, là, mais assure derrière. C'est quoi les autres produits financiers, disons, que EDC a offert, par exemple, à Epic Machinerie là, pour les aider? Oui, donc au-delà de la police d'assurance, on a eu déjà dans le passé une garantie sur la marge de crédit, donc pour donner plus de liquidité à la compagnie dans les cash flow. Je ne sais pas si peut-être on a eu déjà la ligne d'échange à un moment donné. Je me souviens pas exactement de ces produits en particulier, mais c'est un produit que oui, t'aurais permis pas perdre les 83 000 que tu avais perdus dans ton... parce qu'on peut aider te protéger avec ça, avec la banque. Donc, la compagnie va booker un taux d'échange. On va faire on vend des contrats de taux d'échange. Puis nous, on va assurer la banque. On va garantir la banque que si jamais il y a une discrepancy exacte, nous, on va supporter la banque. Ouais, écart, mettons, un écart. Oui, si jamais il y a un écart, oui. Pour la ligne d'échange, on peut venir garantir la banque pour protéger la compagnie sur un écart des taux d'échange. Et moi, je confirme, Marie-Josée, qu'on l'a utilisé surtout dans MEC4 à l'époque, là, après mon épisode de 93 000 de pertes, sur tous nos contrats. Donc, il y a deux façons. On peut s'assurer comme ça, ou l'entreprise peut décider de s'auto-assurer et donc de jouer elle-même avec les taux de change puis de se protéger comme ça. Mais surtout quand on n'a pas des comptes américains puis d'euros, et ben tu sais, aujourd'hui on a des comptes dans dans la plupart des currencies dans lesquelles on va travailler, mais sinon c'est super important de se protéger là parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Oui, donc c'est vraiment une stratégie à mettre en place pour la compagnie avec la banque ou avec une tiers partie, mais nous on va venir garantir cette facilité à ces produits en réalité des lignes d'échange.
On a des lettres de garantie aussi parce que Héloïse doit mettre pour la compagnie, pour les 2 compagnies, elle doit mettre beaucoup de lettres de garantie, de performance. Des fois, ça pourrait être aussi de warranty à la fin pour les produits. Donc, ça, c'est un produit qu'on utilise. Je pense, je vois passer des lettres de garantie quasiment une fois chaque semaine. Il y a beaucoup. Il y a plusieurs que se renouvellent, des nouvelles. Donc, et puis ça aussi, on donne la protection à 100%. Donc, pour la banque, mettre en place une lettre de garantie pour les clients avec notre garantie à 100% en arrière, c'est vraiment un no-brainer. Donc, ça c'est notre produit très, très, très bien utilisé par Epic. Des prêts directs, on peut prêter aussi directement. D'abord, on avait regardé pour des développements importants en Inde. Donc, encore une fois, tu sais, c'est des pays un peu plus où la banque, il veut pas prendre le risque. Donc, nous, on est prêt à prêter pour faire justement les développements d'affaires dans des pays hors Canada. Je dirais pas qu'on fait pas de financement local ici au Canada. Si on a une belle histoire de croissance, oui, mais il y a beaucoup de partenaires ici. On n'est pas là pour déranger les marchés. On est vraiment pour donner un extra vraiment aux exportateurs. Donc, quand ils veulent se développer à l'international, puis les banques sont moins intéressées à faire ce genre de transactions, nous, on va être vraiment là pour aider à cette croissance. Donc, ça, c'est vraiment notre bébé, là. C'est là qu'on aime jouer vraiment à l'international. Donc, prêt direct, on peut aussi être en investissement. Donc, on peut aussi avoir l'équité. Puis, je pense que Marie-Josée, tu sais. Donc, on est capable de faire vraiment, on a une panoplie de produits très intéressants, complémentaires avec la banque, complémentaires avec montage financier. Donc, Ouais, peut-être Héloïse, de ton côté, justement, comment, de ton point de vue, EDC a permis ou a contribué à votre croissance? Ben, je vais le résumer dans quelques mots, c'est la paix d'esprit. Et je pense que si je retournais le micro vers mon chef des finances, parce que c'est quand même lui qui a travaillé le plus avec EDC, c'est vraiment la paix d'esprit, puis d'avoir un bon partenaire qui, comme Karen avait dit, nous prend, tu sais, c'est une question de collaboration, de confiance, tu peux prendre le téléphone, appeler, tu sais que tu vas avoir une réponse rapide. Souvent, il faut se tourner rapidement. On parlait, là, des fois, on dépose des soumissions, il faut avoir des montants d'argent. Donc, cette relation-là, qui est une relation de partenariat avec EDC, mais ça nous amène la paix d'esprit à l'international. Je dis pas qu'on n'a pas encore nos préoccupations. On est une entreprise, on grandit, on va dans de nouveaux marchés, on veut ouvrir des nouvelles succursales, donc on continue de se mettre des stress supplémentaires, mais quand on se sent bien accompagné, ben c'est ça. Ça réduit le risque, puis je pense que tout entrepreneur veut éventuellement amenuiser le risque dans ses opérations. Et réduire le risque donne une certaine paix, puis justement, on n'agit pas en survie, on agit peut-être de façon plus stratégique avec les bons acteurs autour de la table. Justement, Karen, de ton point de vue, hein, j'imagine que tu vois beaucoup d'entreprises là, de par ton rôle. Quels sont les plus grands obstacles, tu penses, auxquels font face les exports canadiens d'aujourd'hui suite à la pandémie? honnêtement, je pense qu'il y a un manque de capacité de production, donc locale. Donc, quand ils vont aller à l'international, on peut s'attendre à passer un marché comme les États-Unis, qui couvre une population très large. Puis, si par exemple, un Walmart passe une commande, mais ça veut dire qu'il va passer pour plusieurs Walmart, donc il faut être préparé pour pouvoir servir cette capacité. Donc, la manque de main-d'œuvre puis la manque de modernisation aussi des usines fait en sorte que les deux ensemble, une combinaison très difficile à abattre. Donc, puis la manque aussi de personnel pour d'un département d'exportation dans tel, parce que c'est pas juste aller exporter, je vais aller dans un marché puis je vais essayer de tester un marché. Non, ça prend beaucoup d'investissements à l'avance, beaucoup de voyages, beaucoup d'émissions commerciales, beaucoup de contacts et puis être vraiment présent dans ces marchés pour pouvoir aller chercher ces... puis la PME, malheureusement, il n'aura pas un département nécessairement dédié à l'exportation.
il y a beaucoup de blocages aussi au niveau des réglementations, de la régulation, des codes, des taxes. Donc, tout ça fait en sorte que peut-être tu vas faire une première commande, tu vas la livrer, la paperasse reste prise dans la douane américaine et pas complète. Donc, ils pensent qu'ils ont perdu le temps à faire ça parce qu'ils étaient pas bien outillés pour faire les exportations, mais probablement c'est très rentable, mais c'est juste qu'il est pas bien organisé ou pas bien fait. Donc, il faut avoir un plan, il faut avoir de l'argent, c'est pas pour investir, je sais pas, j'ai 5 000 $, je vais investir là-dessus puis ça marche pas. Parce que non, ça prend du temps. Ouvrir un marché, c'est coûteux. C'est très coûteux, oui. Mais une fois qu'il est fait, après ça, ben, ça marche. Puis puis c'est très bien parce que ça t'aide à diversifier tes marchés. Donc, dans un cas où le marché est fermé, ben au moins, si le Québec, ton produit est pas trop sexy, mais peut-être en Europe, oui. Peut-être qu'il y a des accords commerciaux aussi très intéressants en Europe, dans l'Indo-Pacifique aussi. Donc, il faut aller voir des autres marchés pour diversifier, puis aussi pour t'améliorer comme compagnie, parce que là, tu vois les nouveautés, tu vois les innovations qui se font à l'international. Mais là, tu es dans un autre niveau maintenant, de plus dans ton petit marché que tu connais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de positifs, mais c'est juste que ça prend du temps, ça prend du personnel, puis ça prend aussi des capacités. Donc, ça, c'est les défis. Oui, exact. Financière et humaine. Tu voulais dire quelque chose, Héloïse? Ouais, je veux rajouter 2 petits éléments. Tu sais, on a parlé de l'énergie, du temps et tout. Mais moi, je pense il ne faut pas saupoudrer son énergie et essayer de couvrir tous les marchés à l'international. C'est vraiment de nicher puis de décider de mettre. Puis comme Karen disait, tu y vas pas juste une fois puis tu vas dire ben ça a pas fonctionné. La clé, c'est d'être tout le temps présent et de demeurer présent. Fait que ça, c'est peut-être juste pour venir supporter ce point-là. Puis le deuxième qui n'a pas été abordé, mais c'est vraiment post-pandémique et guerre en Ukraine, je dois ajouter aussi, c'est le onshoring ou le friendshoring qu'on voit, c'est-à-dire que tous les pays se reconcentrent leur capacité manufacturière à l'interne. Local. Donc, on veut diminuer, tu sais, c'est comme... la dépendance à l'import au niveau manufacturier? Beaucoup. Alors, ce qu'on voit, même au niveau agriculture, manufacturier. Il y a comme pas un protectionnisme, mais peut-être un désir d'investir à l'échelle locale. Autosuffisance. Autosuffisance. Oui, donc ça, ce que ça donne... tu vois dans ton marché, Héloïse? Oui, puis c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais, nous, on est en train d'ouvrir des branches en Inde, au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, parce qu'on veut être capable d'avoir la saveur locale, d'être en proximité avec le client, puis de pouvoir, au besoin, fabriquer finalement localement pour pouvoir dire, oui, on est made in USA, made in Europe. C'est peu importe ce qu'on a besoin de se mettre comme étiquette pour conserver nos marchés. Avant, tu pouvais vendre à distance, puis fabriquer au Canada, puis envoyer ça, peu importe. Mais là, il y a cette espèce de... C'est comme si la globalisation, on l'a tellement voulu aller global, et là, il y a un renversement de la situation. Et donc, ça, c'est peut-être un élément qui va pousser aussi nos entrepreneurs à pas seulement dire « j'exporte grâce à une équipe de vente », mais aussi à commencer à considérer à s'installer à l'international. Oui, avoir vraiment des usines qui produisent à l'échelle locale sur les différents continents. Est-ce que... Oui, vas-y. J'allais juste dire ça, c'est totalement différent que de vendre à l'international. Donc, c'est d'être physiquement sur place. Là, c'est un autre défi. Puis, on parlait de la main-d'œuvre, puis la difficulté de trouver ici au Québec. Mais c'est la raison pour laquelle les compagnies comme Epic vont aller s'implanter dans un autre pays pour justement aller chercher la main-d'œuvre locale, que c'est pas probablement un enjeu à ce moment. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on voit dans les marchés. Ils vont s'implanter au Mexique, ils vont s'implanter aux États-Unis pour justement aller chercher la main-d'œuvre pour être capable. Parce qu'ici, on n'a pas c'est trop difficile aujourd'hui. Puis en plus, je veux dire, on s'entend que l'Inde ouvre un marché de 1,4 milliard de personnes, le Mexique, plusieurs millions aussi. Donc, vraiment intéressant. Je me demande, disons, vous, dans votre parcours de Epic, est-ce que vous avez fait cette croissance-là, les États-Unis en même temps que le Moyen-Orient, en même temps que l'Asie, ou ton conseil, c'est peut-être de cibler un marché, de mettre toutes tes forces là et de le maintenir pendant un certain moment et de passer
prouver que ce concept-là fonctionne et de passer à l'autre étape, ou c'est d'y aller en même temps dans plusieurs pays pour ouvrir plusieurs marchés puis justement diversifier ces marchés? Moi, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment l'importance de ne pas saupoudrer son énergie parce que c'est extrêmement cher, dans un premier temps, développer un nouveau marché. Tu vas pas là une fois en espérant avoir un retour sur ton investissement avec un voyage. Donc, il faut y aller, il faut y retourner, il faut aller montrer ta face, il faut aller souhaiter bonne fête. C'est peu Être importe. patient. Oui. Et donc, là, tu crées des relations. Là, il y a une confiance qui s'installe. Puis là, ils se disent, bon, eux autres sont là pour durer. Là, on peut commencer à parler. Donc, il y a quand même cet aspect-là de créer la relation aussi à l'international et de s'établir avec des partenaires ou avec la clientèle ou peu importe. Mais tu sais, donc oui, on choisit un marché, puis oui, on y va. Mais aussi, Karen a mentionné quelque chose. C'est hyper important quand tu vas à l'international d'être préparé. Puis être préparé, c'est pas juste est-ce que je suis capable de vendre puis d'envoyer sur un transport mon produit. C'est est-ce que je suis capable de le supporter après. Mais ça dépend toujours de quel produit. Service après-vente, pièces, service après-vente, pièces, répondre à tes clients. Bon, c'est sûr que si tu vends de la pâte à dents, tu n'as pas besoin de pièces de rechange, mais il y a peut-être un service à la clientèle. Il faut que tu aies une ligne, un 800, pourquoi mes dents sont en train de tomber. Tu sais, j'ai aucune idée, mais... Des bonnes assurances aux États-Unis. mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas du jour au lendemain dire hey, OK, on développe l'international si ta base locale est pas d'une certaine façon prête à supporter ta vente. C'est pas magique l'international. Autrement dit, ça prend toute une structure à l'interne pour supporter et maintenir ces stratégies de croissance-là. Moi, j'ai toujours dit qu'on était une grande entreprise dans le cadre d'une PME parce qu'on a toutes les fonctions, les départements de la grande entreprise, mais on était à l'époque, je sais pas, 25. Alors, tu sais, tu dis, bon, on est 25, on décide d'exporter, ben il faut avoir, les gens, nous, on vendait de l'équipement mobile spécialisé. Les gens s'attendaient, quand ils appelaient chez nous, d'avoir la même réponse que chez Caterpillar ou John Deere. Tu es un fabricant d'équipements mobiles, tu vas me livrer des pièces, tu vas avoir quelqu'un qui va venir me voir. Tu sais, donc, il faut être capable de s'habiller international, mais de l'être un peu aussi, tu sais, à l'intérieur. D'être aussi flexible qu'une PME, peut-être. Oui. Donc, Lyd, tu as parlé beaucoup de relations, de développement, du relationnel pour l'exportation, de bien s'entourer au niveau des partenaires financiers comme EDC, puis même dans son équipe, d'être bien préparé. Quel autre conseil, en terminant, tu aurais pour un entrepreneur qui veut exporter? Le partenaire local, si tu es capable. Donc, d'avoir quelqu'un aussi, surtout si tu décides d'ouvrir quelque chose là, à l'international, c'est de se trouver le bon partenaire local avec qui tu vas démarrer la business ou même au niveau des ventes, de faire une entente avec, peut-être c'est ça, peut-être que tu l'auras pas, le département pièces et services ici au Canada qui va être capable de supporter, disons, les États-Unis, mais d'aller faire une entente avec localement une compagnie qui, elle, un distributeur ou quoi que ce soit, qui va pouvoir venir te supporter. Donc, c'est de trouver, d'être un peu créatif et idéalement d'aller chercher localement un partenaire. Sur le terrain d'exportation. Oh, oui. Disons, on veut développer New York, ben on a quelqu'un à New York qui s'occupe, qui comprend bien ce marché-là, qui a déjà peut-être les relations. Oui, tes yeux, tes oreilles, la capacité aussi. Encore une fois, si je faisais des farces, je disais, ben EDC vont te dire, tu sais, appelle tel secrétaire parce que c'est elle qui va t'avoir le rendez-vous. Mais quand tu as quelqu'un de local, eux autres aussi, ils connaissent les petits, quoi faire pour accélérer, je sais pas, le processus administratif ou, tu sais, il y a tout le temps des choses compliquées à l'international, à quelque part. Donc, comment est-ce qu'encore une fois, tu baisses ton risque? Mais si tu as un partenaire qui est avec toi, qui est local, mais tu viens encore une fois de baisser ton risque. Eh oui, ce sont de très bons conseils. Toujours mitiger les risques, c'est vraiment ce qui nous tient réveillés comme entrepreneurs la nuit. Oui, exact. Puis c'est pour ça qu'on est là.
pour prendre les risques pour les exportateurs. Donc, Exactement. Je pense qu'on l'a bien compris aujourd'hui. Héloïse Harvey, PDG d'Epic Machinerie, Karen Trujillo, directrice principale qu'on entreprise chez ADC. Vous travaillez ensemble. Merci à toutes les deux d'avoir pris le temps pour cette conversation vraiment enrichissante aujourd'hui. Merci Marie-Josée. Merci Karen. Merci Marie-Josée. Merci Héloïse. Merci. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui dans le cadre du balado sur l'impact de l'exportation. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on aimerait que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à dans 2 semaines.